Vous avez peut-être entendu, j'ai lancé l'enregistrement de cette vidéo pour pouvoir le mettre à disposition de vos collègues qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Et donc, vous aurez le replay à l'issue du webinaire, cet après-midi si YouTube est coopératif, demain matin sinon. Et vous aurez aussi le support que Cécile a préparé. Voilà, je vais vous inviter à poser vos questions dans le chat également. On répondra à vos questions plutôt à la fin du webinaire, tout simplement parce que Cécile, je pense, répondra à la grande majorité de vos questions avant même que vous les posiez. Mais s'il vous en reste, nous y répondrons avec plaisir. Et si toutefois, à l'issue du webinaire, on n'a pas répondu à toutes vos questions, on les note, nous, de notre côté, et on vous enverra les réponses avec le support dans l'après-midi ou demain matin. Voilà. Je me suis pas présentée et j'ai pas surtout présenté Cécile. Donc moi, je suis Mélanie Villeneuve, je travaille à la CAPEB Loire-Atlantique. Et notre grand témoin du jour, c'est Cécile Enrea, qui travaille à la CAPEB et à la CNATP 85. Je te laisse la parole, Cécile, pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je travaille pour la CAPEB, la CNATP Vendée. Je suis secrétaire générale adjointe. J'ai aussi le plaisir de représenter la CAPEB dans les instances régionales, du coup, sur le dossier de gestion des déchets. Voilà. Je suis d'assez près toute cette réglementation depuis quelques années déjà. Ouais, Euh, excuse-moi. J'y vais, du coup, je démarre. Vas-y, vas-y. J'allais Mon faire plus une grand anticipation. défi va être de respecter le timing pour vous expliquer en 33 minutes une nouvelle réglementation. Donc vous avez entendu parler pour certains et puis il y a encore quelques adhérents qui la découvrent. Donc cette REP PMCB. Donc déjà je vous explique, on va faire ça en 4 points principaux. La présentation. D'abord des infos générales, c'est quoi la REP, comment ça marche dans les grandes lignes. Après, les incidences sur les devis et factures. Quel tri va se mettre en place dans les entreprises? Et enfin, quelles sont les solutions de reprise des déchets qui sont déjà déployées? Et sachant qu'on est sur un dispositif, je vais le dire tout de suite, comme ça, ce sera fait. On est sur un dispositif qui est assez récent, mais qui est surtout en déploiement, puisque les échéances de déploiement total fixées par la réglementation, c'est jusqu'au 1er janvier 2027. Donc voilà, on fait bien. C'est pour ça que sur la première date pause, j'ai mis point d'étape au 20 février 2024. C'est qu'on est sur un dispositif voilà qui est en déploiement et on peut pas considérer que les éléments qui sont déployés aujourd'hui sont définitifs et figés. Ça va évoluer encore beaucoup. Voilà. Donc sur les infos générales. Donc comme je vous disais, premier point, c'est quoi la REP? La REP, donc c'est responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire qu'on va impliquer en fait les fabricants de matériaux dans l'éco-conception, le recyclage de leurs produits. Donc ça se fait par l'intermédiaire d'une éco-contribution que les fabricants vont payer en fait à des éco-organismes auxquels ils vont adhérer. Ces éco-organismes, c'est un peu comme des grosses cagnottes. Ils collectent de grosses cagnottes d'argent et ça va permettre ensuite de financer la reprise des déchets, enfin des matériaux, on va dire, en fin de vie, qui vont se trouver sur les chantiers. Voilà, donc je vous ai mis les textes de référence réglementaires si toutefois vous voulez les lire. Une plongée. Comme je disais, premier principe, donc vous avez compris, il y a une éco-contribution qui se met en place par l'intermédiaire des fabricants qui payent cette éco-contribution aux éco-organismes. Elle s'est mise en place depuis le 1er mai 2023. Il y a 4 éco-organismes qui sont agréés. Donc c'est Écomaison, Écominéraux, Valdélia et Valobat. Donc je vous ai mis les petits logos pour bien les identifier. Ces éco-organismes, donc, ils vont déployer un réseau complet de solutions pour la reprise des déchets. Donc, comme je disais, en théorie, jusqu'au 1er janvier 2027, ils ont un plan d'action qui est tout tracé pour déployer tout ça avec des échéances réglementaires. Et donc, ils vont financer progressivement voilà, tout ou partie des frais de collecte et des frais de traitement des déchets issus des chantiers. Il y a aussi une incitation pour l'éco-conception et le réemploi des matériaux et leur recyclage. À noter quand même, il y a une structure qui est très importante
c'est l'OCA Bâtiment. Donc c'est en fait un éco-organisme coordinateur des 4 autres. Et donc cette structure-là, elle chapeaute un peu tout le monde en essayant de mettre en place des consignes homogènes, que ce soit sur les consignes de tri, sur les outils de traçabilité des déchets, mais aussi donc de consolider un petit peu le réseau des points de collecte. En fait, c'est un site internet sur lequel vous allez retrouver tous les points de reprise de vos déchets. Voilà. Donc on vous a mis aussi des petits liens vidéo pour résumer ça un petit peu plus dans le détail. Vous pourrez vous y référer par la suite. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, je me permets, est-ce que tu peux nous décrire quels matériaux sont concernés? Parce que je suppose que tout n'est pas concerné par la REP. Bah, ce serait trop simple, voyons. Oui, effectivement, c'est important de bien comprendre les limites en fait de cette REP. Alors je vous ai mis la définition officielle de ce que c'est un PMCB au sens de la réglementation. En gros, c'est tous les produits matériaux de construction qui vont être installés de façon permanente dans un bâtiment ou dans on va dire dans tous les éléments en fait qui le composent, autant en aménagement intérieur qu'extérieur. Voilà, donc ça va être aussi les parkings, par exemple, qui vont être concernés. Tous les matériaux utilisés pour le parking. Euh, Au niveau plus dans le détail, euh, donc sont exclus du champ d'application de la REP. Deux points principaux qui vont être vraiment prioritaires pour moi, c'est les déchets d'emballage et les terres. C'est-à-dire que dans les inertes, vous allez voir, on va parler d'inertes, il n'y aura pas les terres en fait qui vont être prises en charge. Et ni les déchets d'emballage dans toutes les consignes de tri, ils en sont exclus. Il y a également les déchets végétaux, tout ce qui est déchets en fait issus des voiries publiques. Alors il parle de déchets ici des travaux publics, mais il faut bien comprendre que c'est les déchets issus des voiries ou alors des aménagements où il n'y a pas de bâtiment associé. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets diffus spécifiques, donc déchets dangereux, et le tout venant aussi ne sera pas pris en charge par la REP. Donc on est d'accord, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, Cécile, Mm. euh, ces déchets-là, demain, l'objectif de la REP, c'est de pouvoir les récupérer, enfin pas ceux-là, mais tous les autres, c'est de pouvoir les récupérer, les trier, les revaloriser. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et avec le soutien financier Voilà, des éco-organismes c'est ça. sur la partie au moins prix de traitement. Est-ce que tu peux nous parler aussi ouais, des devis et des factures, parce qu'on avait entendu parler d'obligations de clauses à intégrer dans les devis et les factures? Ouais, tout à fait. Donc depuis déjà plusieurs années, il y a une mention obligatoire dans les devis concernant la gestion des déchets. Donc malgré la mise en place de la REP, cette obligation, elle perdure. Et on a effectivement régulièrement des questions à ce sujet. Donc juste un petit rappel, on a des petites formules types qui ont été rédigées dans les CAPEB Info pour vous aider à la rédiger. Mais en gros, faut retenir, il y a 4 points essentiels à marquer sur cette petite ligne déchets sur vos devis. C'est l'estimation de la quantité de déchets sur votre chantier, l'estimation de prix, le mode de gestion des déchets que vous allez utiliser, donc quels matériaux vous allez trier, les contenants, si vous souhaitez le préciser, et puis le devenir des déchets. Donc là, ça va être effectivement d'indiquer à chaque fois le prestataire privé auquel vous faites appel avec ses coordonnées, ou bien la déchetterie communale avec son code postal. Donc ça, c'est très important parce que si vous ne le mettez pas, effectivement, il peut y avoir des amendes à la clé. Et à noter quand même, du coup, l'entretien, les travaux de dépannage ne sont pas concernés. Et puis, si le client souhaite gérer lui-même ses déchets, bah, effectivement, attention, c'est possible, mais il faut bien l'indiquer comme quoi le client souhaite assurer la gestion des déchets à sa demande. Je regarde le chrono. C'est mon plus grand défi du jour, donc au niveau de la REP, il y avait une question aussi qui revient assez fréquemment. Est-ce que j'ai l'obligation de répercuter l'éco-contribution?
que mes fournisseurs en fait me mettent sur la facture. Donc là, effectivement, et c'est une victoire syndicale de la CAPEB, hein, vous n'avez pas l'obligation de répercuter cette éco-contribution ligne par ligne. Globalement, ça serait d'ailleurs très compliqué. Donc on a effectivement, finalement, ça va être un élément qui va s'intégrer au prix des matériaux de façon assez classique. Vous ne pourrez pas faire mieux. Sauf par contre, cette exception, c'est une exception, c'est si vous êtes identifié comme artisan fabricant ou importateur pour vos clients professionnels. Et là, vous allez devoir mettre cette éco-contribution puisque vous serez obligé d'adhérer à un éco-organisme. Petite info aussi au passage, du coup les éco-organismes nous ont annoncé pour certains des hausses donc d'éco-contributions, certains donc au 1er avril, d'autres au 1er mai de cette année. Donc soyez bien vigilants à répercuter ces coûts sur vos devis. Alors, on en a discuté avec Mélanie, on a préféré vous faire une petite info aussi. Il y a un certain nombre de nos adhérents, notamment des menuisiers charpentiers, qui ont reçu des lettres très récentes d'au moins un éco-organisme. Donc, il nous semblait important de rappeler quand est-ce qu'on doit adhérer à un éco-organisme. Donc uniquement quand vous êtes considéré comme metteur sur le marché au sens de la REP. Donc c'est-à-dire que il va y avoir 2 cas de figure qui vont se présenter le plus fréquemment. Ça va être ceux qui importent des produits de l'étranger. Donc, si vous êtes importateur de produits, dans ces cas-là, il faut vérifier que vos factures de votre fournisseur ne contiennent pas une éco-contribution. Si elles en contiennent une, ça veut dire que votre fournisseur a fait le nécessaire et il n'y a rien de plus à faire pour vous. S'il l'a pas fait, s'il ne le met pas, peut-être juste prendre contact avec lui pour lui dire que ça serait drôlement bien d'y penser et que ça vous éviterait, vous, des démarches supplémentaires. Donc si ça peut le motiver, moi je vous encourage vraiment à le faire parce que derrière, une adhésion à un éco-organisme, alors c'est pas insurmontable, mais ça fait 7 plus. Donc si on peut éviter, hein, on est bien d'accord que ça serait pas plus mal. Pour ceux par contre qui sont pas importateurs mais qui sont fabricants, on va dire qu'il y a aujourd'hui un principe à retenir, c'est que vous ne payez pas 2 fois une éco-contribution sur un produit. Donc aujourd'hui, dans tous les matériaux que vous achetez, il y a probablement que les matériaux, les vitrages en fait, hein, qui vont pas être associés à une éco-contribution pour les fournisseurs français en tout cas. J'en profite pour la répondre à la question. Qu'entendez-vous par importer de l'étranger, Europe ou Europe, pardon, étranger égale en dehors de la France, puisque la France c'est la France qui met en place cette éco-contribution-là. Simplement, oui, dire que effectivement, au niveau de la CAPEB, on a un guide. On va pas pouvoir rentrer dans le détail de toutes les modalités d'adhésion, etc. Quand on est dans ce cas de figure d'être fabricant ou importateur. Je pense qu'il faudrait un webinaire spécifique. Simplement pour vous dire que vous avez le choix quand même entre tous les éco-organismes et qu'il ne faut pas se précipiter à choisir l'un ou l'autre. Et on a un petit guide qui va vous permettre de voir aussi au niveau des tarifs ce qui est le plus avantageux pour vous. Il y en a qui pratiquent des facturations, on va dire, ou des barèmes simplifiés qui peuvent être très pratiques pour les petits fabricants ou quand vous importez avec un chiffre d'affaires modeste. Voilà. Super. Alors, qui dit REP dit tri. C'est la nouveauté. Ben, la finalité de tout ça, c'est quand même effectivement qu'on arrive à recycler. Et donc, pour qu'on recycle, souvent alors il faut presque pas trier. En fait, c'est pas tellement le terme de tri qu'il faudrait utiliser, c'est le terme de pas mélanger. En fait, le non-mélange est plus simple que le tri, en fait. Donc petit rappel hein, dans l'ordre de priorité de la gestion des déchets, on essaye autant que possible hein, de faire de la prévention. Prévention, donc ça veut dire on évite de produire le déchet, c'est le plus simple à gérer. Réemployer quand on peut, donc ça c'est le cas classique des consignes par exemple pour les palettes. Et puis ensuite viennent par ordre de priorité tout ce qui peut être fait comme recyclage, puis de la valorisation énergétique et enfin l'enfouissement qui est la solution ultime en fait, voilà quand on peut rien faire d'autre. Mais globalement, on n'a plus le droit d'enfouir en fait tout ce qui peut être
traités d'une façon plus vertueuse par ordre de priorité. Oups, je suis allée trop vite. Donc au niveau du tri dans les entreprises avec la mise en place de la REP, on va retomber sur un tri principal qui va être expliqué par tous les supports que vous avez trouvés sur la REP PMCB. On va être sur le bois, les métaux, les menuiseries, les plastiques, hein, le plâtre et les déchets inertes. Ça va être les 6 catégories de déchets que vous allez retrouver partout sur tous les supports de communication REP. Au-delà de ça, il y a d'autres réglementations qui s'appliquent, comme on disait tout à l'heure. Donc, vous serez toujours obligé, malgré tout, de trier les autres. Les déchets dangereux, les déchets végétaux, dont la valorisation organique est obligatoire, les déchets électriques et électroniques, les déchets d'ameublement, déchets d'emballage, et donc le reste, ça sera le tout venant. Qu'est-ce qui va pouvoir vous inciter au tri? C'est ce qu'on disait aussi depuis tout à l'heure. C'est qu'il va y avoir les frais de traitement des déchets qui vont être pris en charge par les éco-organismes à partir du moment où vous triez les matériaux. Donc cette prise en charge, elle est totale pour le bois, les plastiques, les métaux, le plâtre, le verre, les menuiseries. Par contre, elle est progressive pour les inertes. C'était 50% de prise en charge l'année dernière. C'est 80% en 2024 et ce sera 100% en 2025. Et la contrepartie de tout ça, c'est qu'effectivement, tout ce qui n'est pas trié continuera à être facturé au prix fort. Voilà. Depuis le 1er janvier 2024, il y a dans certains cas aussi une collecte conjointe qui peut être mise en place, notamment sur les déchets, sur les reprises sur chantier où il y a moins de 40 mètres carrés disponibles pour le tri. Il y a une tolérance de mettre ensemble métal, plastique, bois. Voilà, ça peut être proposé dans certains cas. Alors j'ai fait plusieurs diapos. Enfin, j'ai repris les consignes de tri en fait qui sont décrites par Loca Bâtiment. Donc j'ai repris l'intégralité des fiches pratiques. Donc je vous propose qu'on balaye rapidement les points importants sur chacun des matériaux. Mais bien sûr, on ne pourra pas tout détailler, tous les matériaux aujourd'hui. Ça vous fera on va dire un support de référence pour vous y référer plus tard si vous avez des questions. Ce qui est important quand même de dire, c'est que ces consignes-là qui sont affichées sont les consignes officielles. C'est-à-dire que si on vous dit « Ah ben non, tel matériau il est refusé ou tel autre il est refusé dans telle benne », et que c'est dans les consignes de tri de Loca Bâtiment, vous êtes en droit de montrer les consignes de tri au Loca Bâtiment et dire « Je comprends pas parce que normalement dans la REP, c'est comme ça que ça doit être fait ». Mais on est encore sur une phase de déploiement et d'ajustement, donc peut y avoir des petits recalages aussi à faire. Mais c'est bien ça, on va dire, la source officielle de tri. Voilà, des consignes de tri. Donc, ce que je disais sur les inertes, vous retenez bien, ne seront pris en charge financièrement que les matériaux inertes en dehors des terres. Et il y a aussi, en cas de démolition, une consigne importante, c'est que les éléments de plus de 50 cm pourront continuer à être facturés dès lors qu'il y a une opération de concassage supplémentaire qui est nécessaire dans ce cas-là par le site qui va accueillir les déchets. Voilà, donc là, c'est encore possible de vous faire payer. Donc j'insiste sur ce point, par contre, sur les inertes. Il y a beaucoup de points de plateforme où ils communiquent pas trop sur ces éléments de tri, mais ça reste la base. Au niveau des métaux, bon, globalement, ça se passe bien, enfin ça se passait bien, ça va continuer à bien se passer. Vous n'avez pas l'obligation, bien sûr, de céder tous vos métaux gratuitement à cause de la REP. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, voilà, pour ceux qui pourraient être concernés, il y a les panneaux sandwich apparemment métalliques qui sont acceptés gratuitement dans les bennes métaux de la REP. Donc ça peut être quelque chose qui peut intéresser certains qui sont confrontés à ces matériaux-là. Au niveau du bois, donc ce qu'on va retenir sur les déchets de bois, c'est que globalement, les consignes de tri sont plutôt souples. Bien faire attention, comme je disais, les emballages en sont exclus, donc surtout pas de palets de bois à l'intérieur de cette benne bois. Si vous avez des menuiseries bois usagées, donc soit vous les mettez dans le tri menuiserie, si vous avez le vitrage qui est entier. Sinon, si le vitrage commence à être cassé,
et que vous ne pouvez plus le mettre dans la benne des menuiseries, eh bien, il sera accepté en benne bois, mais uniquement, du coup, s'il est dépourvu de vitrage. Voilà. Rien de plus là-dessus. Si, quand même, un point pour les maçons, pour voilà, le bois de coffrage. Coffrage, donc pas le coffrage décoratif, mais le coffrage, coffrage, quoi. Il est refusé aussi dans la benne bois, puisque c'est un élément qui ne reste pas sur le chantier. Enfin, sur le bâtiment, une fois que le chantier est terminé. Vous repartez avec souvent. Donc, voilà. Ça fait partie des choses sur lesquelles, voilà, on a été un peu surpris. Mais, voilà, je vous dis la règle. Je vous dis pas que ce que j'en pense. Euh, Ensuite, donc sur le plâtre, on a 2 catégories de plâtre. Donc la catégorie 1 ou 2, voilà. Ce qu'il faut retenir sur cette catégorie plâtre, c'est que quel que soit le numéro, il faut que ce soit propre et sec. Donc vous oubliez le stockage extérieur sans abri. Je veux dire, vous mettez pas ça sous la pluie, ça ne sera jamais repris gratuitement si c'est mouillé. Et donc le plâtre 1, c'est le plus souple au niveau des consignes de tri, c'est-à-dire que par exemple, les faïences et les isolants peuvent être associés à du plâtre dans cette catégorie. Sur la catégorie 2, on est sur du plâtre plutôt plus propre, entre guillemets, puisque tout ce qui est isolant et faïence sont exclus des consignes de tri. Donc là, c'est à chaque fois que vous aurez une consigne de tri plâtre, il faudra vous faire préciser à quelle catégorie ça correspond. Par défaut, moi, j'aurais tendance à vous dire, privilégier la catégorie de qualité 2, donc la plus stricte. Comme ça, vous êtes sûr que ce sera toujours accepté. Sur les plastiques, c'est aussi un des flux. Donc là, tous les plastiques peuvent être acceptés en mélange. Bien sûr, certains prestataires déchets qui faisaient déjà un tri supplémentaire sur les plastiques peuvent continuer à le faire, hein, mais globalement, si vous mettez tous les plastiques ensemble, ils peuvent être repris par l'intermédiaire des éco-organismes donc sur la REP. Donc quelques exceptions quand même sur ces plastiques. Le polystyrène expansé ne sera pas repris dedans. C'est quand même important de le savoir. Tout ce qui est moquette également, c'est exclu, ainsi que bien sûr tous les emballages plastiques. Les laines minérales, donc ça c'est les bonnes nouvelles quand même de la REP, c'est qu'avant elles allaient en enfouissement, donc maintenant on peut les faire reprendre gratuitement. Donc là, très important aussi, il faut que ce soit sec. Plus de 10% d'humidité, c'est refusé. Et attention, pas de revêtement aluminium. Donc sur les menuiseries vitrées, hein, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'elles soient intègres. Donc, il faudra faire attention à conserver autant que possible le vitrage intact, non cassé, et à les positionner sur des racks et à les fixer de façon sécurisée. Donc, la collecte conjointe, comme je vous ai dit, sur certains cas, ça va être accepté. On peut mélanger dans certains cas les métaux, le bois et le plastique. Donc je vous ai fait un petit tableau de synthèse hein, où vous pourrez avoir comme ça une vue d'ensemble sur les matériaux qu'il faut trier au minimum ou au maximum. Mais effectivement, vous l'aurez compris, si vous voulez qu'il y ait des déchets qui soient repris gratuitement pour vos entreprises, le tri va être incontournable. Là, forcément, on est passé très vite, donc on a beaucoup de questions-réponses aussi qui sont sur une page de foire aux questions régionale qu'on a remplie progressivement sur tous les sujets. Donc, n'hésitez pas également à vous y référer. Alors concrètement, Cécile, tu nous as dit que ça allait être repris gratuitement. Et de comment on fait pour que ce soit repris gratuitement? Il y a eu pas mal de questions dans le chat pendant que tu parlais. Alors, j'ai pas dit que ça allait être pris gratuitement. Hein. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que les frais de traitement des matériaux triés allaient être pris en charge. Et donc, 4 solutions.
La première, c'est effectivement vos fournisseurs de matériaux, les négoces, qui ont un espace de vente ou de stockage de plus de 4000 mètres carrés. Eux, ils sont dans l'obligation d'implanter en fait des points de reprise en fait des déchets listés dans la REP, donc les 6 flux dont je parlais tout à l'heure, bois, métaux, plastique, menuiserie, inerte, plâtre et puis bois. Voilà. Donc dans la mesure où ils fournissent des matériaux de ces matières-là, quoi, je veux dire. Oui. S'ils fournissent que du bois, bah, ils vont mettre en place une benne bois, c'est tout. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est effectivement des dépôts dans des déchetteries donc professionnelles ou publiques, ou bien des sites de recyclage privés qui sont appelés, on va dire maintenant, des points de reprise REP, qui sont donc en contrat avec un éco-organisme. Donc là, on vous a préparé juste après une petite cartographie pour que vous puissiez visualiser. Mais l'idée, c'est que dans ces cas-là, c'est vous qui allez déposer en fait les matériaux sur ces sites. Donc bien sûr, avant de charger le camion pour y aller, bah vous prenez un contact préalable bien sûr avec chacun des sites, vous vérifiez bah, les matériaux qu'ils acceptent, les horaires, le gabarit du camion qui sont acceptés, et il y aura effectivement un petit formulaire de traçabilité après remplir aussi avant d'aller déposer. Voilà. Donc là-dessus, on verra la cartographie aussi tout à l'heure. N'hésitez pas, on vous a mis sur notre page tout à l'heure, là, la page FAQ REP. Si vous allez donc sur cette page, vous verrez, vous pouvez nous faire un témoignage de comment se passe cette expérience de dépôt REP chez vos négoces ou dans les déchetteries ou les sites privés. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour si ça se passe bien ou si ça se passe moins bien. C'est important qu'on sache concrètement comment vous êtes accueillis pour faire remonter les choses si ça ne se passe pas bien. Donc ça, c'est les deux premières solutions. C'est vous qui allez déposer donc sur des sites. Ensuite, il y a une autre solution qui est celle de la reprise sur chantier de plus de 50 mètres cubes de déchets. Donc là, c'est un dispositif qui est opérationnel uniquement pour l'instant avec Valobat. L'idée, c'est que dans ces cas-là, effectivement, c'est la reprise gratuite des frais de traitement qui est proposée, mais pour les frais de collecte, c'est vraiment partiel pour l'instant, voire pas du tout. Il y a eu des allers-retours au niveau national à ce sujet. Voilà, c'est compter plutôt qu'il n'y a pas de participation sur les frais de collecte. Donc comment ça se passe sur ces reprises sur chantier? Du coup, vous avez le choix en fait des gestionnaires de déchets sur l'appli Valobat. Vous faites faire vos devis de reprise sur chantier à votre gestionnaire de déchets, votre prestataire. Ensuite, vous enregistrez le chantier sur la plateforme qui va avoir un numéro en fait d'identifiant, et vous y associez en fait votre prestataire de déchets et vous demandez les bennes dont vous avez besoin par cet intermédiaire. Aujourd'hui, les retours, on a peu de retours d'expérience, on va dire, sur ce dispositif. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne bien ou pas. Et à d'autres éco-organismes aussi qui vont se lancer dans cette reprise sur chantier, on va dire en milieu d'année. Quatrième solution, donc c'est la reprise en entreprise. Donc là, clairement, c'est des prestataires avec une reprise à votre dépôt. Donc là, aujourd'hui, il y a uniquement Valobat aussi qui propose cette formule-là. Et les volumes exigés sont trop importants pour qu'on puisse considérer, nous, que ce soit satisfaisant. Donc, puisqu'on est à peu près à 30 mètres cubes par mois par matériau dans leur cahier des charges pour pouvoir être collectés gratuitement en entreprise. Donc, c'est des volumes qui sont trop importants. Donc, on continue à discuter avec eux, à leur expliquer effectivement qu'on a besoin de solutions alternatives. Ils nous ont proposé d'autres formules où finalement, ça peut être votre prestataire déchets actuel qui amène vos déchets sur ce qu'ils appellent des points de massification. Il y a 2 ou 3 points de massification
par département. Et dans ces cas-là, en fait, le prix de traitement pourrait être pris en charge, mais par contre, reste à votre charge le transport. Et donc, si vous êtes à proximité d'un point de massification, c'est intéressant. Par contre, si vous êtes éloigné d'un point de massification, il faut calculer parce que le prix de transport peut être prépondérant sur le prix de traitement. Là, c'est à analyser au cas par cas pour votre entreprise. Une petite cartographie pour vous montrer un petit peu où on en est sur le déploiement avec quelques chiffres. Donc à l'échelle de la région Pays de la Loire, hein, donc c'est une source au cas bâtiment, hein, on a 79 de plateformes pour réceptionner des déchets inertes qui sont ouvertes donc en Pays de la Loire. Donc avec la localisation, on a 24 déchetteries professionnelles donc en Pays de la Loire aussi. Et une centaine de négoces. Donc ils sont répartis un petit peu partout. Alors j'ai mis des petits logos de marque pour que ça vous parle un petit peu mieux ceux qui sont déjà dans la démarche. Voilà, d'autres vont probablement se déployer. Et bien sûr, il reste les déchetteries publiques qui ne sont pas référencées aujourd'hui sur la cartographie de l'OCA bâtiment, puisque ils ont fait ce choix de communiquer uniquement sur les solutions privées pour le moment. Charge à chaque collectivité ensuite d'appliquer, on va dire, ces consignes locales vis-à-vis de la REP. Donc, je suis dans les temps, je crois, à peu près. On a débordé un peu, mais c'est dû aux coupures, donc c'est normal. Donc, je suis allée très vite. J'espère que voilà que ça vous aura quand même effectivement apporté pas mal d'éléments de réponse. Donc, simplement pour vous dire que le déploiement de cette REP hein, se fera progressivement et que j'espère que vous l'aurez compris, on est euh, en discussion, en négociation pour faire aussi évoluer certains points qui nous paraissent pas satisfaisants pour avoir des solutions donc les plus opérationnelles possibles d'ici quelques mois, voire quelques années, puisque l'objectif c'est fin 2026 d'avoir tout le maillage déployé et toutes les solutions opérationnelles. Donc en attendant, on vous renseigne au quotidien. On attend, on fait remonter aussi vos retours d'expérience aux décideurs sur les difficultés que ça peut poser à partir de cas concrets. C'est très important d'avoir des cas concrets d'entreprise pour expliquer que tout n'est pas encore tout à fait satisfaisant. On est dans le dialogue avec beaucoup de prestataires déchets, des négoces, des coopératives. On a aussi des échanges avec bien sûr les éco-organismes hein, au niveau régional et national. On a fait un certain nombre de guides techniques qui sont à votre disposition, des vidéos aussi. Et puis, bien sûr, on rencontre régulièrement les collectivités pour leur expliquer qu'aujourd'hui, au moins pour les petites quantités, il est important de maintenir hein, l'accès des professionnels en déchetterie publique, dès lors que les autres solutions ne sont pas tout à fait encore déployées. Et donc, c'est des choses que j'ai redit pas plus tard que vendredi dernier en réunion. Et je pense que pour l'instant, on a l'écoute des élus locaux, mais il faudra rester vigilant pour bien s'assurer que tout ça se déploie sereinement. Voilà, pour votre quotidien, pour que tout se passe bien. Super. Ou au mieux, en tout cas. Ouais. On va peut-être passer aux questions. Cécile, est-ce que tu peux, s'il te plaît, couper le partage Le d'écran partage? ouais, pour qu'on puisse, voilà, mieux, alors pas te voir, mais en l'occurrence, ne pas avoir de Je vais pas parasites. remettre la caméra, oui, c'est pas la peine. Alors, première question. Si j'ai bien compris, étant une entreprise de maçonnerie, n'ayant que des matériaux exclus, je n'ai pas besoin de mettre la mention. On parle des mentions sur les devis et les factures. Alors la mention déchets sur les devis, elle s'applique à tous les travaux de bâtiment. Donc vous avez l'obligation de le faire Mm. sur vos devis, sur tous vos devis. Euh, Et sur la notion de matériaux exclus, les maçons, ils ont des matériaux inertes, ils ont enfin des parpaings, voilà, il y a plein de choses qui sont effectivement concernées par la REP. mm, Donc je pense que vous êtes concernés aussi par la REP. c'est ça. Donc, import de l'étranger, j'y ai répondu tout à l'heure. On est bien sur l'import. D'ailleurs, il y avait une question complémentaire, c'était j'achète des produits asiatiques.
via un distributeur immatriculé en France, est-ce qu'on est considéré comme importateur? Ah bah, le distributeur assure l'importation, hein, donc c'est lui qui est metteur sur le marché, donc c'est lui qui doit adhérer à un éco-organisme et mettre en place l'éco-contribution sur ces matériaux Mm. ou ces produits. Alors, j'ai une question très vague, mais tu verras qu'il y en a deux ou trois, mais en fonction des métiers. Quelles sont les obligations pour les menuisiers charpentiers? Euh, Vaste question. Bah, je prendrai les noms, puis je rappellerai les personnes peut-être pour qu'on fasse Mettez, un point. c'est ça, mettez vos noms dans le chat surtout. Et c'est la même, on a la même chose avec une entreprise de couverture, plomberie, électricité, chauffage. Alors, c'était au début du webinaire. Il est fort possible que nous ayons répondu Oui, à bah, ces questions-là. Donc, j'espère. Si ouais. c'est le cas, signalez-vous. J'espère que vous avez des éléments de réponse. J'espère. Alors, tu en as parlé aussi, mais il y avait une question sur actuellement, aucune déchetterie professionnelle n'applique la REP. Quelle option Mm. avons-nous? Ah oui. Alors, ça, c'est un point effectivement très important. Faut savoir que globalement, les prestataires déchets, pour une grande majorité d'entre eux, ne s'y retrouvent pas toujours aujourd'hui, hein, dans l'application de cette REP. Donc, ils en font assez peu la promotion, on va le dire comme ça. C'est ce que j'ai pu constater, en tout cas à travers les échanges que j'ai pu avoir avec les adhérents vendéens. Donc, si vous avez des prestataires déchets ou si vous allez en déchetterie professionnelle, si elles sont référencées dans le cadre de la REP par l'OCA Bâtiment, ils sont dans l'obligation d'appliquer les tarifs de reprise, donc à zéro pour les 5 flux et à 20% du prix pour les inertes aujourd'hui. Voilà, ils sont dans l'obligation de le faire s'ils sont conventionnés. Et alors, je saute sur la question suivante parce que ça concerne les déchetteries, je suppose, publiques. Les déchetteries publiques, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le jeu d'aller voir chaque collectivité locale pour que, effectivement, elle autorise encore les artisans du bâtiment à déposer leurs déchets le temps que la machine se mette en place. Mm. Du coup, effectivement, sur les déchetteries publiques, il y en a un certain nombre qui étaient fermés aux artisans, donc je pense pas qu'elles vont réouvrir grâce à la REP, Non. malheureusement. Par contre, pour celles qui étaient jusqu'à présent ouvertes, bah, effectivement, je pense qu'il y a quand même un travail d'explication à faire, de notre part, mais enfin que vous pouvez faire aussi au quotidien, hein, auprès de vos élus locaux, quand vous en croisez, de dire, Mm, bah, écoutez, pour l'instant, le compte n'y est pas sur les solutions privées, tout à fait. mm, Donc du coup, bah, merci de nous accueillir encore et le temps que tout se mette en place. mm. Et C'est par ça. contre, bah, c'est vrai que ça ne sera pas forcément gratuit si les déchetteries publiques continuent à vous permettre d'accéder sur leur site. Pourquoi? Parce que, bah, effectivement, vous allez pouvoir y déposer des emballages, euh, des choses qui ne sont pas forcément financées par la REP, hein, et du coup, ça peut effectivement rester payant Mm, sur ces sites-là. Mm. mm. Et tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, il y a une question de si on, nous si on a des bennes à l'entreprise, on aura bien que la location et pas l'enlèvement. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que proposent les éco-organismes, c'est des volumes de reprise qui sont beaucoup trop importants pour nos entreprises artisanales. Voilà, pour l'instant, les solutions sont pas satisfaisantes sur la reprise en entreprise, hein. Mm, Euh, voilà, il va falloir qu'on négocie encore un petit peu pour leur expliquer ce que c'est qu'une entreprise artisanale, hein, parce que pour moi, 30 mètres cubes par mois par matériau, c'est pas accessible, hein, c'est pas une vraie réponse, hein. Donc c'est le message qu'on essaie de leur communiquer au quotidien, c'est qu'on souhaite des solutions plus adaptées aux volumes qui sont produits dans les entreprises, quoi. mm, Voilà. tout à fait. Quelle est la latitude pour refacturer les frais aux clients? Est-ce qu'une ligne spéciale dans les devis en période d'euphorie budgétaire, c'est recevable? Bah, de toute façon, la réglementation vous impose de faire une ligne sur les devis avec la mention déchets, avec des prix Mm, en face. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que vous avez, comment dire, hein, pour moi, hein, l'obligation de ne pas perdre d'argent sur cette ligne-là. Donc, à minima, facturez ce que ça vous coûte.
Ouais. réellement. Mm. Est-ce qu'on doit faire nos achats chez Point POVM pour déposer nos déchets? Pas du tout. Ils sont effectivement obligés de vous accepter que vous soyez client ou non. Et si ça n'est pas le cas, je vous invite à remplir le petit formulaire pour nous le signaler. C'est ça. On a eu, nous, déjà des exemples. Comment fait-on pour connaître les déchetteries professionnelles? C'est bien les... Vous l'aurez dans le support, là. Voilà, Mais, alors il y a la cartographie qui est sur notre page spécifique, donc CAPEB, dédiée à la REP, hein. Mais il y a aussi le site de l'OCA Bâtiment que vous pouvez consulter. Voilà, c'est oka-bâtiment.fr ou ouais. .org. Je n'ai jamais mis de mention sur mes devis. Quel intitulé mettre et comment calculer le coût? Alors, On remettra peut-être, Cécile, l'exemple de mention qu'on avait mis ou le lien vers la CAPEB Info. oui, oui, oui. Et comment calculer le coût? Bah, enfin, estimer la quantité, je dirais que c'est le plus difficile pour vous. Ouais. Parce qu'effectivement, ça relève de votre analyse de chantier et c'est pas toujours simple. Sur l'analyse, après l'estimation du prix, on est bien sur des estimations déjà, donc faut voilà. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement si c'est des déchets que vous allez déposer à la déchetterie, vous vous faites un forfait passage à la déchetterie que vous évaluez. Si c'est si vous êtes en capacité d'avoir vos données d'une année complète, par exemple sur l'année 2023, vous essayez de retrouver vos frais euh, totaux en fait sur l'année de gestion de vos déchets. Et vous pouvez rapporter ça à votre chiffre d'affaires sur l'année 2023 aussi. Et ça vous fait un ratio ensuite que vous pouvez appliquer sur chacun de vos devis de façon assez rapide. Ou alors, si vous en avez la possibilité aussi, sur vos frais déchets 2023, vous essayez de les rapporter au nombre de mètres cubes de déchets que vous avez eu sur l'année, et ça vous fait un prix moyen en mètres cubes qui peut être quelque chose de tout à fait, voilà, représentatif de ce que ça peut vous coûter. Mm. Question. Les négoces de plus de 4000 mètres carrés ne doivent reprendre que les types ou catégories de matériaux qu'ils vendent lui-même. Oui, tout à Oui. fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des négoces, par exemple, ou qui ne vendent que des matériaux en bois. Bah, dans ces cas-là, ils sont dans l'obligation de reprendre uniquement des matériaux en bois. Voilà. Mhm. Super. Et s'ils font tout, ils reprennent tout. C'est ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Alors, j'ai eu pas mal d'entreprises qui se sont manifestées dans le chat hein, pour la question sur Mm. les menuisiers surtout. Et effectivement, c'est vous où c'est un petit peu plus compliqué pour identifier si vous êtes ou pas metteur sur le marché. Euh, merci. Donc, on vous répondra. J'ai bien noté les noms, donc on vous répondra bien sûr. Je vous donne rendez-vous pour en tout cas les adhérents de 44 euh, à un prochain webinaire au mois de mars. On n'a pas encore défini le sujet définitivement, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, Cécile. Oui, bah merci, merci à tous pour votre participation. Et puis bah du coup, pour les Vendéens, bah effectivement, moi j'essaie de vous rappeler tous si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le signaler. Et puis voilà, s'il faut qu'on échange spécifiquement sur les solutions pour votre entreprise en proximité, on pourra le faire aussi. Super, Merci à tous. merci, bonne journée.